Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Pas d'histoire d'amour cette fois-ci, mais l'une des dystopies les plus célèbres qui soit, La ferme des animaux. Après 1984, il s'agit sans aucun doute du second livre le plus célèbre de George Orwell. Publié en 1945, la nouvelle, qui compte moins de 100 pages, nous raconte comment un groupe d'animaux dans une ferme est parvenu à renverser l'agriculteur qui les faisait travailler pour y installer une société égalitaire où tous les animaux travailleraient et partageraient les fruits de leur travail. Et pourtant, nous allons faire un résumé par chapitre, décrire les personnages et ce qu'ils représentent et analyser les idées phares de l'œuvre afin que vous puissiez bien comprendre pourquoi ce qui devait être à l'origine un beau projet a finalement tourné à la catastrophe. Adepte des histoires simples en apparence, mais dotées d'un message fort, plongez sans attendre dans notre résumé de La ferme des animaux. Le chapitre 1 nous pose déjà le cadre de l'histoire. Nous sommes à Manor Farm, une ferme appartenant à un certain Monsieur Jones. L'homme est un alcoolique qui, lors d'une nuit d'ivresse, oublie de fermer correctement le portail de la ferme. Les animaux profitent de l'occasion pour sortir de leurs enclos et assister à la réunion convoquée par la Commission européenne. Le vieux major, un porc d'une grande sagesse, exhorte ses collègues à se rebeller contre Monsieur Jones qui les maltraite et à prendre ainsi le contrôle des lieux. Mais la première tentative ne se déroule pas comme prévu. Monsieur Jones se réveille en entendant le vacarme des animaux et il réprime la rébellion avec quelques coups de fusil. Néanmoins, les graines de la liberté sont déjà plantées dans tous les animaux par le vieux major, qui meurt alors 3 jours plus tard. Et dès le chapitre 2, le désir de liberté se fait de plus en plus fort, en particulier chez les cochons, qui sont les animaux les plus intelligents de la ferme. Ainsi, même si leur chef est décédé, ils continuent à se réunir chaque soir pour discuter de leurs idées révolutionnaires. Le but, c'est de se préparer à la rébellion annoncée par le vieux major, en expliquant au reste des animaux ce qu'il faudrait faire le moment venu. Lors de ces réunions, 3 cochons principaux commencent à sortir du lot. Napoléon, Boule de Neige et Brille-Babil. Ensemble, ils définissent l'animalisme, une pensée politico-philosophique qu'ils entendent démocratiser auprès de leurs compagnons animaux de ferme. Bien que cela soit difficile au début, ils finissent par convertir même les plus récalcitrants. Les chevaux jouent d'ailleurs un rôle fondamental dans cette tâche de persuasion. Boxer et Shamrock parviennent à traduire le langage soutenu des cochons en mots plus simples et plus compréhensibles pour le reste des animaux. La rébellion s'exécute finalement la veille de la Saint-Jean, après de nombreux jours passés sans nourriture. Alors que Monsieur Jones est trop occupé à boire du whisky, les animaux sortent tout d'abord pour chercher à manger. Ils réussissent à sortir de leur enclos et à faire un raid sur le dépôt de nourriture. Mais lorsque Monsieur Jones et ses employés cherchent à remettre les animaux dans leurs enclos, ils sont accueillis avec violence par les rebelles qui les picorent et les battent jusqu'à ce qu'ils s'enfuient. La ferme appartient désormais aux animaux. Et avec la prise de pouvoir, quelques changements s'opèrent. 7 commandements sont établis afin de régir la nouvelle vie à la ferme. Petit 1, toute personne qui marche sur 2 jambes est un ennemi. Petit 2, celui qui marche sur 4 pattes ou qui a des ailes est un ami. Petit 3, les animaux n'ont pas de vêtements. Petit 4, aucun animal ne dormira dans un lit. Petit 5, aucun animal ne boira d'alcool. Petit 6, aucun animal ne tuera un autre animal. Et enfin, petit 7, les animaux sont tous égaux. Au chapitre 3, les animaux s'organisent pour effectuer la récolte qui s'avère très abondante. Et cependant, des problèmes commencent déjà à surgir. Tout le monde ne travaille pas de la même manière. Les cochons s'occupent de diriger, tandis que les chevaux travaillent aux champs et aux récoltes. Il y a aussi la chatte, paresseuse, qui n'apparaît que pour manger, tandis que d'autres animaux travaillent sans enthousiasme, comme la jument Marietta ou l'âne Benjamin. Le dimanche, tout le monde se repose jusqu'à tard avant de participer à une assemblée. L'occasion pour chacun de chanter leur hymne et de hisser le drapeau de la République des animaux. Mais ici encore, les cochons restent malgré tout des leaders à tous les égards, de par leur capacité de lecture ou leur sens de l'organisation. Ils sont responsables des comités et de l'enseignement. Napoléon en particulier souhaite être chargé de l'éducation des plus jeunes, et c'est ce qu'il fait. Alors que 2 chiennes viennent tout juste d'avoir leur portée, il isole les chiots pour leur inculquer ses propres enseignements. Reclus, les chiots sont totalement inconscients de l'existence des autres animaux. Et progressivement, la puissance des cochons augmente, et les autres commencent à s'en plaindre sans grand succès. En outre, Brille-Babil utilise sa grande éloquence pour justifier qu'ils ont besoin de plus de nourriture, d'espace et de liberté. Après tout, de leur cerveau dépend tout le système. Au chapitre 4, ce qu'il se passe à la ferme des animaux traverse les frontières, et les nouvelles de l'animalisme atteignent d'autres fermes.
Les cochons ont en effet pris soin d'envoyer des pigeons messagers avec leur programme politique, afin que d'autres animaux puissent connaître et adopter leurs idées. Cela effraie le reste des agriculteurs qui décident de soutenir Monsieur Jones pour tenter de reprendre la ferme. Cependant, cela ne fonctionne pas comme prévu. Le cochon boule de neige a étudié la défense romaine et créé une stratégie pour tendre une embuscade aux humains. Les animaux ne subissent finalement que la perte d'un mouton qui sera enterré en héros. Au chapitre 5, on constate que Molly, la chatte, est celle qui s'adapte le moins bien au nouveau système. En plus de ne pas travailler, elle continue d'accepter la nourriture et les soins des humains, ce qui, dans l'animalisme, n'est pas vraiment envisageable. Alors elle décide de partir, devenant ainsi une traîtresse dont le nom ne doit plus jamais être prononcé à la ferme. Une dispute éclate également entre les principaux cochons. Boule de neige pense qu'il serait préférable de construire un moulin pour fournir de l'énergie, mais Napoléon pense que ce n'est pas nécessaire. Afin de prendre une décision, il décide de convoquer une assemblée et de laisser le reste des animaux voter pour ou contre le projet. Loin d'être un témoignage de démocratie, il s'agit en réalité d'une ruse de Napoléon, qui apparaît aux côtés d'une meute de 9 chiens. Ce sont les chiots qui avaient été isolés au début de l'histoire, si vous vous souvenez, et ils sont désormais prêts à attaquer tous ceux qui tenteraient de voter. Dès lors, une dictature, celle de Napoléon, s'installe. Il évince Boule de neige et établit que les assemblées ne seraient plus convoquées pour voter ou débattre. Le temps passe et au cours de l'année suivante, au chapitre 6, le rythme de travail s'intensifie. Il faut travailler même le dimanche, sous peine d'être privé de nourriture. Le projet de moulin est finalement réalisé, Napoléon ne s'y étant opposé que dans le but de créer un conflit avec Boule de neige. Mais les choses ne sont pas si faciles. Les animaux ne peuvent pas utiliser de pioches ou de dynamite, leur utilisation ayant été interdite. Ils doivent donc briser des pierres en les faisant tomber, ce qui prend un temps considérable. Comme il manque encore des matériaux, tels que des clous ou de l'acier, Napoléon surprend tout le monde en utilisant de l'argent et l'aide d'un humain pour en acheter. Et puis les cochons vont vivre dans la maison de la ferme où Monsieur Jones vivait avant eux. Cela va à l'encontre de l'un de leurs principes, mais lorsque les autres animaux vont le vérifier, ils découvrent que les commandements ont été modifiés. Alors que l'on pouvait lire autrefois qu'aucun animal ne devait dormir dans un lit, on lit désormais qu'aucun animal ne doit dormir dans un lit avec des draps. Les cochons expliquent que la règle est ainsi faite depuis le début, mais qu'ils avaient simplement oublié d'ajouter les derniers mots. De plus, ils insistent sur le fait que c'est là un changement nécessaire qui leur permettra de bénéficier d'une bonne nuit de repos afin de continuer à réfléchir. Une nuit, une grande tempête s'abat sur la ferme et détruit le moulin. Napoléon accuse Boule de neige d'avoir causé la destruction et ce dernier doit s'exiler afin de ne pas être exécuté. Au chapitre 7, l'hiver est assez rude et la nourriture devient rare tandis que s'effectue la reconstruction du moulin. Pour gagner de l'argent afin de pouvoir acheter de la nourriture, Napoléon ordonne la vente de 400 œufs de poule par semaine. Une chose que le vieux major avait à l'époque qualifiée d'aberration et de maltraitance animale. Quand les poules entendent cela, elles commencent par désapprouver l'idée, ce qui conduit Napoléon à les priver de nourriture. 9 d'entre elles périssent. Et puis les autres, voyant qu'elles n'ont pas le choix, finissent par accepter. Un jour, Napoléon réunit tout le monde dans la cour et leur dit que certains animaux complotent contre lui et se rapprochent de Monsieur Jones. Il demande des alliés pour l'aider à en finir avec les traîtres et il est rejoint par plusieurs animaux. On tue alors des porcs et quelques poules. Et c'est au chapitre suivant, le chapitre 8, que les animaux réalisent que le principe de ne pas tuer d'autres animaux a été enfreint. Mais là encore, lorsqu'ils vont le vérifier, ils constatent que la phrase originale a été modifiée par « Aucun animal ne tuera un autre animal sans raison ». Très vite, une grande crise survient. Napoléon décide de vendre du bois à l'un des ennemis de la ferme, Monsieur Frédéric, et ce dernier, indigne de confiance, le paye avec de la fausse monnaie et attaque aussi la ferme avec d'autres camarades. La bataille est sanglante, et bien qu'ils se défendent et finissent par gagner, de nombreux animaux sont tués, et le moulin est à nouveau détruit. Malgré tout, pour fêter la victoire, les cochons prennent une caisse de whisky et s'enferment dans la maison. Le lendemain, alors que les cochons sortent fatigués et avec des yeux rouges de la soirée précédente, un autre des principes a été modifié. Aucun animal ne boira d'alcool en excès. Au chapitre 9, les animaux sont fatigués, affamés et blessés, mais ils continuent de travailler au moulin avec le peu de force qu'il leur reste. Boxer, le cheval, a maintenant l'âge de la retraite, mais il continue à travailler. Les seuls à avoir conservé leur bon niveau de vie et à recevoir des portions équitables de nourriture sont les cochons et les chiens. En avril, le gouvernement donne à la ferme le statut de république. Napoléon est alors nommé président. Boxer, de son côté, commence à perdre sensiblement ses forces, et les cochons proposent de l'emmener dans un hôpital pour humains, afin de le soigner. C'est en tout cas la version officielle parce qu'en réalité, ils l'emmènent dans une usine, où ses os sont utilisés pour fabriquer de la colle.
De retour à la ferme, ils expliquent aux autres que les médecins n'ont rien pu faire et que Boxer est décédé à l'hôpital. Et puis au 10e et dernier chapitre, nous faisons un bond de 10 ans en avant et retrouvons une ferme avec des animaux vieillissants, dont beaucoup sont morts. Les seuls qui vivent bien sont encore les cochons et les chiens. Personne ne se souvient de la vie avant la Révolution. Certains animaux marchent désormais sur 2 pattes, comme les humains, et portent des fouets avec lesquels ils incitent les autres à travailler plus vite. Tous les principes ont été effacés, à l'exception d'un seul. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Un jour, Napoléon et le reste des cochons, habillés avec les vieux vêtements de Monsieur Jones, reçoivent la visite de plusieurs humains. Ils vont jusqu'à trinquer avec eux, et les humains les félicitent et les invitent à mettre les différences du passé derrière eux, car ils voient maintenant que les porcs sont vraiment dignes de confiance. Les humains les considèrent d'ailleurs comme des exemples à suivre, car ils ont réussi à faire travailler plus et manger moins d'autres animaux, ce qu'ils cherchent également à mettre en œuvre dans leur propre ferme. Difficile désormais de savoir où est la limite entre les cochons et les humains. Et c'est sur cette réunion que se termine l'histoire. Point fort de la ferme des animaux, les personnages évidemment et ce qu'ils représentent. Chaque animal remplit une fonction bien particulière, une fonction symbolique, parfois inspirée de personnes réelles, comme c'est le cas des cochons. Ce sont eux qui sont les plus intelligents de la ferme et ce sont eux qui prennent toutes les décisions. Ils lancent la révolution et ils prennent le pouvoir, et bien qu'ils essaient de donner l'impression qu'ils le partagent avec les autres, ils restent les leaders. Ce sont eux qui ont les meilleures conditions de vie, ce sont eux qui apprennent le plus, et comme la connaissance est un pouvoir, ils en ont le monopole. Même au sein du groupe, certains cochons sont plus importants que d'autres. Napoléon notamment est présenté dès le début comme un porc maussade, toujours opposé à Boule de Neige et habitué à obtenir ce qu'il veut. Il y parvient grâce à une armée de chiens sauvages qu'il dresse lui-même pour qu'ils le protègent et lui obéissent, ce qui montre qu'il a une idée claire de ce qu'il veut. Son objectif, c'est prendre le pouvoir et établir une dictature basée sur la peur et la violence. Dans cette tâche, il est également aidé par Brille-Babil, le 3e cochon, qui a de grands talents d'orateur pour convaincre le reste des animaux. Il est un élément clé, car sans lui, Napoléon ne pourrait pas apporter de modifications substantielles à l'histoire et au principe de l'animalisme selon son bon vouloir, avec la validation de toute la ferme. George Orwell construit ce personnage comme une représentation de Staline, qui a également utilisé la police pour mettre en œuvre ses idées. Comme le cochon Napoléon, il est parvenu à manipuler les gens à grande échelle. Staline a également déstabilisé la production agricole, provoquant une grande famine en URSS, tout comme Napoléon le fait à la ferme. Boule de Neige, de son côté, est un chef discret qui veut établir une démocratie avec le reste des animaux. Il est celui qui écrit les 7 commandements et l'un des idéologues de la rébellion. Il lui faut cependant s'exiler en raison de ses heurts avec Napoléon, et pourtant il reste un cochon qui peut bénéficier de plus d'avantages que les autres animaux. C'est un peu ce qui est arrivé à Trotsky, un autre leader de la révolution russe, lorsque Staline a pris le pouvoir total et qu'il est resté dans le parti d'opposition. Le vieux major, quant à lui, est un peu le cochon père de la révolution. Bien qu'il n'assiste pas à leur réussite, c'est lui qui initie ses collègues fermiers à l'idée que les animaux ne valent pas moins que les humains. Il suggère que s'il pouvait se débarrasser de l'homme, il pourrait établir un système d'égalité et de liberté pour tous. Le vieux major représente ici plutôt le philosophe Karl Marx. Celui-ci, un peu comme les animaux, a soulevé les travailleurs contre l'entrepreneur capitaliste, créant ainsi la base du communisme. Et puis, parmi les autres personnages, nous retrouvons également Benjamin, l'âne, qui représente la vision à long terme. Son comportement, qui est interprété comme de la paresse par les autres animaux, semble indiquer qu'il sait que rien ne sera aussi beau que ce que les cochons font croire. C'est comme s'il savait que l'animalisme était voué à l'échec, alors il ne se laisse pas emporter par l'illusion et par la joie. On pourrait presque dire que la philosophie de Benjamin est du genre pessimiste et critique. Bien qu'il soit intelligent, il n'utilise pas cette capacité pour faire quoi que ce soit d'utile, mais pour porter des jugements et dresser des obstacles idéologiques. Les critiques disent qu'Orwell s'est représenté lui-même dans ce personnage. On dit qu'il se sentait coupable d'avoir laissé son pessimisme se transformer en oisiveté et de n'avoir rien fait pour apporter une solution ou une alternative à ceux qui finiraient par arriver. Quant aux chiens, ils remplissent le rôle des policiers qui obtiennent le renforcement du régime par la violence. Pour qu'ils le protègent, le défendent et l'écoutent toujours, Napoléon les isole depuis qu'ils sont bébés. Il est la seule figure qu'ils connaissent, un véritable point de référence. Leur seule motivation dans la vie, c'est de faire tout ce que leur maître leur demande, tout comme les chiens plus âgés le faisaient avec Monsieur Jones. Au vu de cette analyse, on pourrait dire que les chiens représentent un peu le NKVD, la police secrète stalinienne responsable de la mort de Trotsky. Mais alors finalement, y a-t-il un personnage que l'on pourrait considérer comme l'antagoniste de la ferme des animaux ? Eh bien, au départ,
Il semble qu'il s'agisse de Monsieur Jones, en tant que représentant des humains, et pourtant, au fur et à mesure que l'histoire progresse, nous réalisons que c'est Napoléon qui endosse ce rôle. En fait, le changement est tout à fait symbolique, puisque Napoléon, qui représente les cochons, adopte de plus en plus le comportement des gens, qu'il s'agisse de la marche sur deux jambes ou de la consommation de whisky. Et les poules dans tout ça, elles sont visiblement moins intelligentes, mais ce sont aussi elles qui n'hésitent pas à affronter Napoléon lorsque celui-ci rompt sa promesse et leur fait pondre des œufs pour les vendre. En réponse cependant, elles subissent une grande répression, ordonnée par Napoléon, tout comme Staline l'a fait pour éliminer ses opposants entre 1936 et 1938 dans ce que l'on a appelé la Grande Purge. Boxer, enfin, est un cheval qui fait toujours confiance à la rébellion et à l'animalité des fermes. Il donne tout pour le système et il refuse d'en voir le mauvais côté, car pour lui, tout se vaut. Le problème, c'est qu'il finit par mourir pour la cause et par loyauté envers Napoléon, un respect que le dictateur ne lui a jamais rendu. Cela devient clair lorsque, malgré son dévouement, Napoléon décide d'emmener Boxer à l'abattoir pour obtenir de l'argent au lieu de l'emmener à l'hôpital. Boxer représente finalement le prolétariat russe qui semble ignorer la réalité et continuer à défendre le stalinisme même si, comme Boxer, le système était en train de le tuer. Nous comprenons donc que dans son livre, George Orwell critique la révolution bolchevique de 1917, qui promettait un changement plein d'espoir pour l'empire russe d'alors. Cependant, elle a fini par conduire au régime dictatorial de Staline. À travers cette fable, et avec plus de réalisme qu'il n'y paraît à première vue, l'écrivain et journaliste analyse les problèmes du culte du chef, de la censure et du totalitarisme. En 1917, la révolution triomphe dans ce qui est aujourd'hui la Russie et l'URSS est créée. Le problème, c'est que le triomphe des bolcheviks et des communistes est suivi d'une lutte de pouvoir entre les dirigeants de la révolution. Staline triomphe et son gouvernement finit par devenir une dictature. Qu'il s'agisse de Staline ou de Napoléon, tous deux sont en première ligne de la bataille pendant leurs révolutions respectives. Tous deux sont censés représenter le peuple, mais finissent par le manipuler et l'utiliser à leur propre avantage. Le culte de la personnalité, le chantage, la manipulation de la réalité, ces thèmes chers à l'auteur sont représentés dans le livre. Et comme les animaux de la ferme, les habitants de l'URSS ont vu comment les promesses de celui qui devait être leur sauveur, celui qui devait être différent de ceux d'avant, n'ont pas été tenues. De cette façon, George Orwell réalise une satire du communisme et aussi du capitalisme et de la façon dont, quel que soit le désir de collectivité, il y aura toujours un individu qui triomphera aux dépens du reste. Orwell avait espéré le communisme comme une alternative, mais il a vécu avec frustration les événements en URSS. La ferme des animaux représente sa façon de dénoncer ce qu'il s'est passé et de laisser libre cours à ses propres émotions et à ses réflexions. Et puis, au-delà de la critique du communisme, la ferme des animaux est une critique de l'individualisme. Le livre nous rappelle également que le pouvoir peut nous corrompre tous, alors même que nous pensions avoir des valeurs très établies et un discours très intériorisé. Avec ce livre, George Orwell réussit à donner une masterclass sur la philosophie, notamment sur des aspects tels que l'égalité, le pouvoir, la classe sociale, le contrôle et la corruption. Autant de pièges dans lesquels nous finissons par tomber, directement ou indirectement. C'est aussi un rappel à l'ordre sur la nécessité d'établir une pensée critique qui ne croit pas tout sous prétexte que c'est une figure supérieure ou admirée qui vous le dit. Quelle que soit l'égalité que nous souhaitons, elle ne profite jamais à tout le monde, et les puissants ont les moyens de faire passer l'inégalité pour de l'égalité. C'est ainsi que, au fur et à mesure que le roman progresse, les commandements deviennent un moyen de manipulation, car tout ce qui est écrit est cru par les masses. La ferme des animaux nous dépeint ainsi en détail les pièges de la révolution lorsqu'elle se retrouve entre les mains d'une ou de quelques personnes. C'est le culte du leader qui aveugle toute pensée critique. Et c'est tout pour cet épisode consacré à la ferme des animaux de George Orwell. Merci de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.